et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et je retrouve sur le plateau Arnaud Gian, directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Bon Arnaud, on va parler obligations, marché obligataire aujourd'hui. On a déjà pas mal parlé en 2023. Je pense que le sujet ne va pas être totalement étranger aux gens qui nous regardent sur cette classe d'actifs qui a fait son grand retour en force, son retour en grâce l'année écoulée. On va regarder comment ça s'annonce pour 2024. Parce que c'est toujours aussi pertinent à avoir dans un portefeuille. Mais comme dans l'actu bourse, on ne met personne de côté. On rappelle, allez, rapidement ce qu'est une obligation. Oui, très bien. Alors, donc, du coup, c'est un emprunt. Un investisseur va décider du coup, prêter de l'argent au travers de ces titres de créance. Donc, c'est des instruments dits de dette. Une entreprise ou un État va décider d'emprunter de l'argent et va émettre effectivement ses obligations. Donc, dans les caractéristiques et un peu les vocabulaires à avoir en tête, oui, c'est ça. On parle effectivement d'une date déterminée qui s'appelle la maturité. On retrouve aussi ça dans les crédits plus classiques. Et en fait, le taux d'emprunt qu'on connaît classiquement s'appelle un coupon dans le cadre d'une obligation. Bon, voilà pour ce rappel de définition. Et la question qu'on se pose, j'imagine, et que les gens qui nous regardent se posent aussi, c'est c'était la classe d'actifs dans laquelle il fallait s'investir en 2023. Est-ce que c'est toujours aussi pertinent au moment où nous parlons, janvier 2024 ? Oui, alors je vais peut-être revenir là sur ce point-là. C'était pertinent, oui et non. Oui. C'est-à-dire que donc, ce qu'on a connu, petit rappel historique sur les 18 derniers mois, c'est une remontée des taux d'emprunt historique insufflés par les banques centrales. Oui. D'accord. Donc à court terme, pour contrer le phénomène d'inflation, les tensions sur les prix qu'on a connu post-Covid. Donc on a eu cette remontée des taux, ce qui veut dire que lorsque je prête de l'argent, je le prête à un meilleur taux et donc je suis davantage rémunéré sur ce prêt. Oui. Donc j'ai envie de dire, oui, tout à fait, c'était plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Seulement, on a eu ce phénomène de remontée des taux, d'accord, jusqu'au taux où on est, qu'on connaît aujourd'hui, qui est relativement élevé, en tout cas historique depuis 10 ans. Mais sur cette remontée des taux, mécaniquement, lorsque je suis investi sur le marché obligataire, je perds au fur et à mesure du temps. C'était bien pour commencer à investir, mais quand on était déjà investi, c'était moins bien. C'est ça, hein, Arnaud ? Exactement. Oui. Mais aujourd'hui, on a effectivement des signaux qui nous sont donnés depuis quelques mois, notamment depuis le mois de décembre, des banquiers centraux pour dire qu'on lève un peu d'incertitude sur la trajectoire des banques centrales et donc on entrevoit une baisse des taux qui devrait arriver, en tout cas au courant de l'année, on va dire. Au courant de l'année, exactement. Peut-être sur la deuxième partie de l'année, mais au courant de l'année. Et donc, on peut être beaucoup plus confiant sur le fait que les taux vont baisser, mais ce qui est positif pour les obligations. Puisqu'en fait, la mécanique en fait, de prix, c'est qu'au fur et à mesure, il y a d'autres investisseurs qui vont accepter de payer plus cher une obligation parce que les taux de rendement seront moins élevés dans le marché lorsqu'il y aura des nouveaux emprunts à faire. Qui vont arriver. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une question de timing quand je vous écoute, qui est intéressante, une fenêtre, une opportunité là qui est intéressante. Tout à fait. On le rappelle encore une fois, les taux aujourd'hui actuels, à la fois sur une partie de la maturité que j'évoquais à court terme, mais aussi à plus long terme, sont à des niveaux historiquement très hauts. Et donc, on peut capitaliser sur ces niveaux historiquement très hauts avec, on le rappelle malgré tout, un risque de perte beaucoup plus faible. Parce que j'ai oublié d'évoquer en première partie, lorsqu'on achète une obligation, c'est un titre de créance, on est créancier et donc on a le droit de récupérer notre argent avec les intérêts. Par contre, lorsqu'on est actionnaire, donc quand on achète une action, on est copropriétaire à la hausse comme à la baisse, pour le meilleur comme pour le pire. Mais voilà. Donc ce n'est pas du tout le même risque. Une obligation apporte beaucoup moins de risques qu'une action. Ah oui, là aussi, rappel utile. Là aussi, pour les fidèles de l'Actu Bourse qui nous regardent régulièrement, je l'espère, on le sait, une façon simple, parce que ce n'est pas comme ça pour un investisseur particulier, ce n'est pas un marché si accessible, une façon simple d'investir en obligations, c'est les ETF.
Tout à fait. En fait, donc les obligations, on en parle et on a besoin de les décrypter parce que c'est un produit qui est un petit peu à part. Complexe, ouais. Oui, en tout cas, qui est difficile d'accès, alors qu'on peut le retrouver au travers d'ETF. Donc un ETF, c'est un fonds coté en bourse dans lequel, à l'intérieur, on va retrouver soit des actions, soit des obligations. Et on en a beaucoup sur les obligations. L'offre est très large. Et en fait, pour aller encore plus loin dans ce qu'on appelle la démocratisation de cette classe d'actifs, on a créé ce qu'on appelle des ETF à échéance. Et donc pour ça, c'est vraiment le même fonctionnement qu'une obligation. La seule différence majeure, c'est la partie diversification. Pour réduire en fait le risque de se retrouver en face d'un défaut. C'est vraiment ce qu'on cherche à éviter lorsqu'on prête de l'argent à une entreprise en l'occurrence. Arnaud, vous l'avez dit, une offre qui est très profonde, qui est très riche, à tel point que là aussi, même si on sait l'ETF fait le job en matière de simplification, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Les termes, même les noms, sont parfois un peu techniques. Aidez-nous un petit peu à avoir les bons critères pour faire son choix. Alors on vous a écouté, Laurent. On sait que c'est un écueil de temps en temps. Les noms sont assez longs, ils sont assez compliqués. En plus, ils sont anglo-saxons. On a quand même essayé sur cette gamme de faire au plus simple. Donc, vous allez retrouver en fait des éléments qui vous aident un petit peu dans cette sélection au travers ne serait-ce que du nom, parce que les critères à prendre en considération, ça va être déjà la fameuse maturité que j'évoquais, qu'on va retrouver dans le nom de l'ETF. Donc vous allez retrouver donc le nom de la gamme, c'est des iBonds. Vous allez retrouver iBond décembre 2026, 27, 28. Il s'agit là en fait de la date d'expiration, donc la maturité de cet ETF. La deuxième considération, donc après avoir fait cette sélection, j'ai envie de dire, sur la durée, donc en l'occurrence, je vais regarder mon horizon de placement, je vais accepter en fait de placer mon argent sur une certaine donnée, donc si je n'ai pas besoin de mon argent sur les 3 prochaines années, je vais investir sur le 2027 par exemple. Une fois que j'ai fait ça, il faut choisir sur la nature de l'emprunteur. Donc, il y a en fait 2 grandes classes, les emprunts d'État et les emprunts d'entreprise. D'accord. À chaque fois, on est sur un univers d'entreprise de qualité, donc pour effectivement encore abaisser le risque de défaut. Et donc, il va falloir faire ce petit choix entre entreprises et qui, en général, apportent un coupon et un rendement plus élevé et emprunt d'État. D'accord. Et enfin, à l'arrivée, il y a aussi des parts qui distribue des dividendes. Donc, c'est-à-dire si j'ai besoin de recevoir ces coupons au fur et à mesure pour pouvoir payer certaines dépenses, je vais pouvoir faire ce choix. Ou alors des parts qui capitalisent et dans lesquelles, lorsque j'investis 100 aujourd'hui, je vais chercher à obtenir 110, on va dire, à échéance et je n'ai pas besoin de recevoir ces 10 au fur et à mesure du temps. Bon, ben voilà, très clair. Le nom, on l'a dit, est explicite et on peut retrouver beaucoup d'indications. Question qu'on pourrait se poser à la vue de cette slide qui s'affiche. On pourrait se dire, mais tiens, c'est quand même un petit peu bizarre parce que quand je regarde dans le détail, et les gens qui font un emprunt là-bas, on peut se dire, c'est un peu curieux, j'ai une rémunération qui est plus élevée, qui est plus basse, en 2028 qu'en 2025, alors qu'a priori, l'argent est bloqué plus longtemps. On pourrait se dire que c'est un petit peu contre-intuitif. Oui, alors, donc, si vous regardez ce tableau, il y a peut-être deux choses qui peuvent vous frapper. Effectivement, si je regarde par exemple 2028, les rendements sur le dollar sont plus élevés que ceux sur l'euro. Et donc ça, effectivement, la conduite des banques centrales a été plus agressive, celle de la Fed par rapport à la Europe européenne, ce qui fait qu'il y a effectivement un rendement qui est plus attractif. Aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut juste intégrer, donc ça c'est un petit peu pour expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de repas gratuits, de free lunch, comme on dit dans le vocabulaire financier, c'est qu'effectivement, il y a des attentes en termes de cours de change. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un rendement plus attractif. Par contre, ce qui est anticipé, c'est que le taux de change va être plutôt en défaveur de l'euro. D'accord. Sur la période donnée, et donc en tant qu'investisseur européen, je devrais en fait perdre l'avantage que je trouve sur les taux de par la parité de change, en fait. De par la parité de change. Bon. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est effectivement à univers constant, à devise constante, je vois en fait un rendement supérieur en 2026 et 2025 qu'en 2028.
Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de cette remontée des taux assez spectaculaire et cette anticipation de baisse. Donc en fait, on a ce qu'on appelle une courbe des taux, qui est effectivement inversée par rapport à un schéma classique où on a effectivement des taux plus élevés à long terme qu'à court terme, parce qu'il y a cette anticipation qu'on va avoir on est un petit peu au sommet au niveau des taux. Et donc, si on se projette par rapport aujourd'hui à dans 2 ans, donc par exemple, si j'investis sur le 2028, je vais pouvoir avoir une partie de ces taux élevés sur peut-être les 18 prochains mois ou les 2 prochaines années, et des taux plus faibles sur les 2 années qui suivent, en fait, les années qui suivent, 2027-2028. Et donc, la moyenne des taux anticipés est plus basse sur le 2028 que sur le 2025. Et ben voilà, moi j'ai tout compris en tout cas, effectivement, c'est cette baisse des taux qu'on anticipe. Rappel peut-être en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, qu'est-ce qu'on conserve à l'esprit quand on investit dans un ETF obligataire ? Alors, dans un ETF obligataire à échéance. À échéance. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a un rendement qui est disponible, qui est visible. Par contre, ce rendement, il est là dans la configuration où je place mon argent jusqu'à la maturité de cet investissement. Donc c'est un peu comme un produit d'épargne dans lequel j'ai un taux et j'ai une date de maturité. Ça ne vous empêche pas de devoir retirer votre argent, mais dans ces configurations, il n'y a pas de pénalité de sortie, mais on ne sait pas. Moins intéressant. On a plus d'incertitude quant au cours de sortie, alors que effectivement ces produits-là à tunnel, à échéance, nous offrent beaucoup plus de visibilité sur le cours de sortie de notre placement. Ben voilà, explication détaillée. Et ce constat, c'est peut-être le bon moment encore pour se placer sur les ETF obligataires et notamment sur les ETF obligataires à échéance. Merci beaucoup Arnaud pour ces explications détaillées sur le sujet. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.